membre du think tank Union chrétienne pour le développement, en sigle UCD, j'ai l'honneur de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation malgré vos multiples occupations. Si aujourd'hui la politique internationale est caractérisée par le phénomène de la mondialisation, le grand enjeu derrière ce concept pour les pays du tiers-monde reste, sans aucun doute, le processus de leur développement. En effet, la lutte pour le développement touche tous les pays, riches ou pauvres, car aucun pays au monde ne croise les bras pour dire qu'il a atteint son développement et qu'il n'a plus rien à faire. Nous sommes donc en présence d'une lutte continue, si bien qu'il n'est pas étrange de dire que même les pays développés sont aussi, entre guillemets, en voie de développement, chacun à son niveau. Toutefois, le grand inconnu auquel les nations font face aujourd'hui, c'est le nouveau système mondial qui s'est mis en place, mais dont on a du mal à dessiner les contours et à préciser le fonctionnement. L'économiste français Élie Cohen nous signale que, je cite, la planétarisation du marché capitaliste résulte de la convergence de trois mouvements: la libéralisation des échanges mondiaux, la déréglementation des économies nationales et la globalisation des grandes firmes industrielles et de services. Fin de citation. Le nouveau système mondial dans lequel nous sommes plongés n'est pas à expliquer simplement comme l'occidentalisation de l'économie mondiale. Les historiens comme Hopkins reculent très loin pour distinguer 4 périodes dans la globalisation actuelle. Je suis d'accord avec Gérard Dissous quand il dit que, je cite, l'on commence seulement à comprendre maintenant que la principale conséquence de la globalisation aura été l'émergence des grandes puissances asiatiques et que l'ordre géopolitique mondial va s'en trouver bouleversé. Fin de citation. Ainsi, Fukuyama parlait-il de la fin de l'histoire. La République démocratique du Congo, qui aspire à son émergence, doit développer la connaissance de ce nouveau système international à travers des réflexions qui puissent baliser le chemin vers le développement. Le libéralisme domine notre planète actuellement. Mais est-il le même partout? Quel est le modèle chinois? Quel est le modèle brésilien? Quel est le modèle indien? Le modèle sud-coréen? Le Congo a-t-il un modèle? Lequel? Comme le souligne Dan Rodrik, je cite, dans l'ordre nouveau mondial, l'ouverture économique s'est accompagnée pour certains pays d'un effet favorable, pour d'autres d'un effet défavorable, pour d'autres enfin d'un effet indécidable. Fin de citation. En effet, générateur de richesses, le même ordre
productif crée autant d'inégalités que de contradictions sociales. Et pour certains analystes, comme Laurence Banamou, dans son ouvrage Le Grand Bazar mondial, il dit ceci: le système économique mondial tend vers l'absurde, tant il détruit d'un côté ce qui fait gagner de l'autre, tout en multipliant les transports qui accentuent la pollution et la dépense en énergie. Fin de citation. C'est au sein de cette absurdité que les nations du monde, y compris la République démocratique du Congo, notre pays, voguent en vue d'assurer les meilleures conditions existentielles de leur population. Et c'est dans le cadre de cette noble tâche que le think tank Union chrétienne pour le développement voudrait apporter sa pierre de contribution, en faisant promouvoir des connaissances et des valeurs que nous croyons constituer des solutions aux problèmes existentiels des Congolais. Permettez-moi de vous rappeler que notre devise, c'est connaissance, réflexion et développement durable. En effet, nous pensons que la connaissance constitue un paramètre très important pour le développement. Quand on parle de connaissance, on voit souvent l'éducation. Or, la relation entre l'éducation et le développement économique est un vieux débat. Certains auteurs soutiennent que les écoles n'étaient pas considérées comme la cause du décollage de l'industrialisation en Angleterre au XIXe siècle. Deux raisons sont avancées pour soutenir cet argument. D'abord, la non-complexité des capacités sollicitées dans les industries au début du processus de l'industrialisation. Ensuite, le lieu pour l'acquisition de ces capacités qui était le milieu industriel et non l'école. Quelques auteurs sont allés même plus loin en disant que l'école était détrimentale à la productivité du travailleur. Aller à l'école en comparaison avec le travail, c'est de l'oisiveté. Plus longtemps les garçons continuent dans cette sorte de vie, entre guillemets, vie facile, plus ils deviennent inaptes au travail. D'autre part, le développement au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, est perçu comme une preuve de l'éducation, comme un facteur principal pour l'industrialisation rapide et le développement économique. En effet, une réforme de l'éducation a eu lieu au Japon et vers la fin du XIXe siècle, quand le Japon a lancé son décollage, la main-d'œuvre qualifiée était déjà disponible dans le pays. L'éducation était alors perçue comme la cause majeure de l'avancement économique. Il est heureux de constater que dans tous les deux cas, c'est la connaissance qui a été à la base du développement. La connaissance peut s'acquérir à l'école ou sur le lieu de travail, peu importe, ça reste la connaissance. Notre think tank compte justement booster la connaissance en dehors de l'école. Mais qu'est-ce que c'est qu'un think tank? Disons d'entrée de jeu qu'un think tank n'est pas un parti politique, mais plutôt une ONG. Le vocable think tank, traduit en français comme réservoir ou laboratoire d'idées, désigne une organisation sans but lucratif qui regroupe des experts ou des professionnels qui se sont donnés comme tâche de réfléchir sur des questions des domaines politiques,
économiques, sociales, technologiques, etc. Appelés aussi des brain boxes ou des think factories. Les think tanks produisent régulièrement des études ou des rapports et formulent des propositions sur les affaires publiques. Les think tanks organisent des conférences publiques, des séminaires ou des colloques. Ils sont présents dans les médias, occupent les plateaux de télévision et les colonnes des journaux et revues, fournissent des spécialistes capables d'argumenter efficacement pour leurs valeurs, leur idéologie et leurs propositions. Ils sont souvent considérés comme un lien entre le monde du savoir ou de la recherche et celui de la politique ou du pouvoir. Sommes-nous en présence d'un fait nouveau? Non. En effet, bien que les think tanks aient connu un grand essor dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis d'Amérique, un grand essor, le premier think tank date du 19e siècle, créé à Londres en 1884 pour promouvoir les réformes sociales, la Fabian Society, qui est considéré comme le plus ancien think tank, différencié par leur perspective idéologique, les sources de financement, les domaines de spécialisation et des consommateurs programmés. Les think tanks présentent des types variés. Toutefois, Carol Weiss, professeur à l'université d'Harvard, distingue 4 types de think tanks. Il désigne la première vague comme les universités sans étudiants. Ces think tanks étaient composés en général de chercheurs titulaires de doctorat et qui s'employaient à réaliser des études avec un souci de rigueur académique. Ces élites confrontaient leurs idées dans le souci du bien commun et dans la tradition américaine de ce qu'on appelle social scientists, dont la recherche doit déboucher sur des résultats pratiques. Il s'agissait d'inspirer les politiques effectives et efficaces. La deuxième vague est désignée comme des think tanks qui travaillent principalement à des études commandées par les institutions publiques. C'est l'âge des gestionnaires, les centres de recherche à contrat fleurissent, dont le premier d'entre eux est la Rand Corporation. C'est elle d'ailleurs qui se flatte d'avoir eu l'idée de protéger les communications militaires par un réseau qui allait devenir au début ARPANET, ou actuellement Internet. C'est parti d'un think tank. La troisième vague est appelée Advocacy Think Tank, ou des think tanks dévoués à une cause, qui produisent des études et soutiennent des idées en lien avec les valeurs qu'ils défendent. Ils se rattachent de façon assez lointaine à la tradition de ce qu'Augustin Cochin appelait les sociétés de pensée. C'est dans cette troisième catégorie qu'il faut situer l'Union chrétienne pour le développement, car nous constituons une société qui a des valeurs à défendre. Nous ne sommes pas liés à un parti politique. La dernière vague, signalée par le professeur Carol Weiss, est composée de think tanks liés aux partis politiques, mais qui essayent néanmoins de garder une certaine autonomie
pour préserver la qualité de leurs recherches. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous n'avons pas l'intention de faire un discours académique aujourd'hui, mais plutôt de vous présenter en quelques mots ce que nous sommes et ce que nous entendons réaliser. Comme vous l'avez constaté, tout tourne autour de notre devise « connaissance, réflexion et développement durable ». Pour ceux qui prient, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». En d'autres mots, l'ignorance tue, pendant que la connaissance sauve. 56 ans après l'indépendance, nous pensons qu'il est grand temps pour que les Congolais se mettent à cogiter systématiquement sur leurs conditions d'existence et le futur de leur nation au sein des nations du monde. Vive la République démocratique.